Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, juste des petites vidéos en fait pour vous faire un peu d'archéo roulis. Avec un jeu, ma foi, qui a toujours eu une place particulière dans ma ludothèque et dans mes souvenirs. Un jeu fantastique en fait qui s'appelle Dragon Quest. Alors Dragon Quest, en fait, il faut savoir qu'il a été édité par une société qui s'appelait SPI. Et SPI était très connu pour ses wargames. Elle a sorti des trucs fabuleux en wargame. Euh, voilà. En 1980, elle a décidé de se lancer dans le jeu de rôle, en sortant Dragon Quest. Comme le reste de ses publications, c'est un vrai succès, c'est vraiment un super jeu. Je pense même qu'il aurait pu supplanter Donjons et Dragons à un moment donné. Un jeu vraiment en avance sur son temps. Vraiment en avance sur son temps. Donc là, nous sommes en 1980. Il faut savoir qu'en 1980, nous avons ceci qui est sorti seulement un an avant, en fait. La dernière partie du triptyque de AD&D est sortie en 1979, donc un an avant. Et nous avons aussi sur le marché à l'époque, alors ça c'est pas la boîte de 77, ça c'est la boîte de 83 de mémoire. Nous avons également Chivalry et une sorcellerie. Mais aujourd'hui je vais vous parler de Dragon Quest, un super jeu comme vous avez, enfin, comme je vais essayer de vous le démontrer. Alors Dragon Quest en fait effectivement se présentait en boîte. Donc voilà, bon, un peu vécu. Donc c'était le temps des boîtes. Il y a un temps que j'aimais beaucoup. On va dire bah oui, espèce de boomer. Ouais peut-être. Bon bref, je m'en fous. Alors juste avant d'ouvrir cette boîte, la couverture de Dragon Quest est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. Cette couverture est extraordinaire. Moi personnellement, je trouve qu'elle est extraordinaire. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, elle représente un trophée. D'habitude, sur la plupart des jeux, en fait, qu'est-ce qu'on voit, on voit avant le combat, on voit le combat, mais on voit très rarement la présentation du trophée. Où on voit un groupe d'aventuriers. Là, non, nous avons la présentation du trophée. Enfin bon, bref, pour moi, c'est une illustration qui m'a absolument marqué, cette tête de dragon, ce guerrier, vraiment fantastique. Alors, dans Dragon Quest, qu'est-ce qu'on a en fait? On a plusieurs livrets. On va commencer par le troisième. Donc, on a le livret en fait sur la génération enfin sur la création des personnages, le livret sur la magie et le livret en fait sur effectivement la description des talents, des monstres et puis des aventures. Bon, sachant qu'il n'y a pas de scénario. Notez qu'à l'époque il n'y avait pas tous les scénarios dans les boîtes, il n'y en avait quasiment jamais. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'on a? Alors, on avait quelque chose qui est complètement disparu maintenant. Qu'est-ce qu'on a? On avait ce genre de choses. On avait donc des pions. Des pions pour représenter vos personnages, des pions pour représenter voilà, les monstres. Enfin, on avait des pions, donc ce qui n'existe plus. Et en fait, dedans, il avait fourni en fait une, une battle map, ce qu'on appelle maintenant ça c'est la pub. On avait une battle map. Donc, tout à fait simple. Donc ça, c'était simplement la carte à hexagone vierge, donc en fait, qui était on appelait ça le tactical display. Carte à hexagone vierge, comme je vous l'expliquerai, pourquoi des hexagones, pour représenter d'une manière plus fine les combats. Et donc, en fait, une autre de l'autre côté, donc avec, par exemple, vous pouviez imaginer que c'était un couloir, l'extérieur, etc. Voilà, en fait, bon, il faut savoir à l'époque, il n'y avait pas de ressources sur le net n'existait pas, et donc en fait, les ressources de BattleMap n'existaient quasiment pas. Donc en fait, déjà, nous avions ceci qui était quand même relativement sympa, en fait. Voilà, donc ça c'est pour le contenu de Dragon Quest.
Alors pour parler un peu de la présentation des règles, vous allez voir, c'était assez aride. Bon, énormément de jeux étaient arides, hein, mais Dragon Quest l'était particulièrement. Pourquoi? Parce que comme je l'explique, SPI, donc en fait c'était ce logo-là, SPI, qui est hyper connu de n'importe quel wargamer. SPI en fait a présenté son jeu exactement comme il présentait les règles de Wargame. C'est exactement la même chose. Hein. Vous voyez, 3 colonnes, des paragraphes 4.1, 4.2, 5, etc. C'était exactement la présentation en fait des, euh, des jeux des Wargames. Donc voilà, donc ça c'est, vous aviez l'explication comment utiliser les battle maps, comment bouger, voilà, hein, vous aviez ça. Alors on pourrait croire que c'était compliqué, mais non, pas du tout, pas plus compliqué que de dépenser des points de mouvement, hein, c'est pareil, c'est pareil. Très peu d'illustrations, hein, vous voyez, hein, très peu d'illustrations. Voilà, donc en fait, les tables, en fait, les tables de combat c'était juste là-dessus, hein, c'est-à-dire vous aviez en fait combien de points d'action vous alliez dépenser pour bouger, pour faire vos actions, et vous aviez en fait des modificateurs à votre pourcentage de base pour toucher. En sachant que pour toucher, vous appliquez le malus de l'agilité de l'adversaire. Voilà. Et là, donc, c'est table de critique dont je parle un peu plus loin. Donc effectivement, une table de critique sur un jet de dés de 1 à 100, quoi, quand vous, en fonction du pourcentage que vous aviez au début, hein, vous alliez, vous alliez appliquer un effet critique. Admettons par exemple que vous ayez 50% de chance de toucher, votre effet critique il est sur un jet de 1 à 3. Et donc ça c'est par contre c'était les effets spéciaux. Alors ça c'est les effets spéciaux entre 1 et 8, au lieu d'appliquer les dégâts sur l'agilité, vous l'appliquez directement sur l'endurance. Bon. Voilà, donc la feuille de personnage. Donc vous voyez, la feuille de personnage. Voilà. Bon, c'était de l'époque. Hein. La magie. Donc le livre de magie. Donc là vous aviez tous les sorts en fait des différents collèges. Je ne sais plus combien il y avait de collèges dedans, les collèges de magie, voilà. Voilà, le collège des enchantements, le collège des illusions, le collège des différents élémentaires, le collège des entités, les black magies, la nécromancie, voilà. Et bien sûr, par contre, j'aimais beaucoup ce dessin-là. Voilà, donc ça c'est en fait le livre de la magie, où grosso modo c'est le compendium des sorts, hein, un peu le... Voilà. Et enfin, vous aviez un troisième livre, où vous aviez effectivement les monstres, donc les centaures, chimères, minotaures et compagnie. Voilà, donc vous aviez tous les monstres possibles. Bon, alors là, vous voyez, contrairement à Donjon, ça aussi, c'est Donjon à l'époque avait réussi en fait le tour de force quand même à donner une illustration à chaque monstre, alors que effectivement la plupart des autres jeux ne pouvaient pas se le permettre. Donc voilà, et là vous aviez une description de tous les talents. Alors comme je disais, les talents en fait, vous voyez par exemple le courtisan, vous avez le soigneur, vous avez le mécanicien, mais aussi par exemple vous avez l'assassin, et vous avez l'alchimiste. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous avez en talent spécial, vous avez par exemple lire et écrire des langues. Donc c'était un petit mélange effectivement d'archétypes, de professions. Vous voyez, chaque profession donnait en fait des capacités spéciales. Bon voilà, ça c'est un peu pour la présentation en fait du contenu de la boîte de Dragon Quest. Voilà. Alors Dragon Quest en fait, qu'est-ce qu'on joue? Donc il y a différentes races possibles, il y a les humains, les nains, les elfes, enfin tous les trucs classiques, mais on a également les géants, les orques et les changelins. Et à l'époque, jouer un orc ou un géant, bah, ça se faisait pas trop. Donc ça, c'était déjà un premier point assez particulier de ce jeu. Alors après, c'est un jeu à caractéristiques. Hein. Alors par contre, ce ne sont pas un système 3D6. Les caractéristiques s'échelonnent entre une valeur entre 5 et 25.
On a 6 caractéristiques plus ou moins classiques. Une, par contre, qui s'appelle la beauté physique. C'est un des rares jeux où, en plus du charisme, il y a la beauté physique. Bon, ça c'est rigolo, mais enfin bon, voilà. Donc en fait, un joueur débutant a ces caractéristiques-là, et on va tirer également son héritage. Alors l'héritage, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, est-ce que c'est d'une famille noble? Est-ce que c'est un premier-né? Est-ce que c'est un serf? Enfin, tout ce genre de choses, quoi. Ça va donner sa classe sociale un peu. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre en fait dedans? On va avoir en fait donc au début à sa création en fait, chaque joueur va tirer un certain nombre de points d'expérience à distribuer. Et en fait, ces points d'expérience vont surtout servir à acheter des talents. Mais en fait, dans le jeu là, c'est pas vraiment des talents. En fait, c'est quasiment l'ancêtre des archétypes. Parce qu'en fait, dedans, vous avez, par exemple, vous avez un truc, c'est un mélange hein, quand même, hein, parce que vous avez, par exemple, lire et écrire, alors ça, c'est plutôt un talent, mais vous avez, par exemple, vous avez navigateur, vous avez voleur, vous avez troubadour, qui eux sont des, plutôt des archétypes ou des professions, en tout cas des professions. Donc chaque profession va vous donner accès à des capacités spéciales, dont par exemple le fameux pourcentage de crocheté. Et en fait, ces archétypes, ces proto-archétypes, on va dire, hein, de l'époque, c'était quelque chose d'assez novateur, hein, qui était un peu absent en fait des autres jeux. Donc ça c'était la manière de créer un personnage et ce qu'on avait comme personnage. Le système de jeu, en fait, est basé sur un dé de pourcentage, en fait. Hein, c'est un dé 100 qui va être un mix entre une caractéristique et un talent, en fait, donné par votre profession. Alors, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que à la création du personnage, vu le coût que coûte une profession, il y a toutes les chances, en fait, que vous n'en ayez aucune à votre première partie. Et ça rappelle furieusement en fait des systèmes beaucoup plus récents, hein, dans Dungeon Crawl classique, dans Shadow of the Demon Lord, où vous commencez avec un niveau 0. Bah, c'est un peu ça. C'est un peu ça aussi. C'est un système. Alors pareil, ce genre de système à l'époque, non, ça n'existait pas. Hein. C'est le premier qui a fait ça. Pareil, hein, quelque chose de moi que j'aime beaucoup, en fait, c'était sur le système de round en fait. Comment se déroulait un combat, etc. Donc en fait là le jeu par contre partait sur le principe que tout le monde utilisait ce qu'on appelle maintenant une battle map. Donc dans Dragon Quest, sa battle map, comme vous avez pu le voir, c'est une carte à hexagone. Alors, déjà c'est une carte à hexagone qui permet quand même de modéliser un peu plus d'une manière un peu plus fine et plus intéressante que les carrés classiques que l'on trouve sur les battle map de maintenant. Et en fait, un personnage avait entre, je crois que c'est 5 points et 13 points d'action. Alors, se déplacer d'une case, c'était 1 point d'action. Attaquer, c'est 4 points d'action. Tirer à l'arc, c'est 6 points d'action. Lancer un sort, c'est, je ne sais plus, un certain nombre de points d'action. Et donc, du coup, en fait, vous pouviez très bien avoir, en fonction des points d'action que vous avez, en fonction de votre positionnement sur la battle map, pouvoir vous déplacer, frapper, vous déplacer, frapper plusieurs fois, tirer à l'arc 1 ou 2 fois, tirer à l'arc et vous déplacer, et j'en passe. Donc en fait, toutes les combinaisons possibles avec ces points d'action. Pour les amoureux en fait des battle maps, des combats un peu tactiques, je pense que ça c'est un système, c'est un must, à mon avis, c'est un must. Alors ça, on va me dire, oui, ça complique un peu, effectivement, le fait de devoir tenir le compte de ces points d'action. Enfin bon, on en a 13, hein, on n'en a pas 25. Hein, donc à mon avis, si on veut jouer le côté tactique d'un jeu de rôle, enfin le côté tactique des batailles au sein d'un jeu de rôle, Dragon Quest c'était assez fort pour représenter ça de très bonne manière. Ensuite, autre chose, un point que je trouve qui était aussi très très bon, c'était la différenciation en fait des points de vie.
À l'époque, on a effectivement on a Donjon, bon, on a des jeux qui s'en passent, hein, comme Traveller par exemple, mais en fait sur des jeux d'Heroic Fantasy, la grosse représentation de la santé d'un personnage, c'est les points de vie, et en gros quand il arrive à zéro, ou il est mort, ou il arrive des bricoles, mais en gros il est tout à fait... voilà, c'est pas distingué, c'est ça. On a un certain nombre de points de vie, les dégâts font il fait X points de vie. Et dans Dragon Quest, en fait, les points de vie sont séparés en deux valeurs. Alors, d'une part, nous avons les points de fatigue et les points d'endurance. Bon, tout ça découle, bien entendu, des caractéristiques qu'a le personnage. Quand un coup porte, en fait, les dégâts sont portés sur la fatigue. Sauf dans certains cas, je vous expliquerai après. Et ça, c'est un autre système. Donc, sur la fatigue, tant qu'en fait, tant qu'il reste de la fatigue au personnage, là, c'est pas très grave, quoi. Hein, et, il va arriver, il va regagner ses points assez rapidement. C'est pas très grave. Par contre, une fois qu'il a plus de fatigue, les points sont appliqués sur l'endurance. Et là, par contre, quand on arrive à zéro d'endurance, on est mort. Bon, vous allez me dire, en fait, finalement, c'est à peu près... alors oui et non. Je rappelle, par exemple, qu'à Donjon, on récupère un point de vie par jour, et point. Là, on va récupérer son endurance beaucoup plus rapidement, sa fatigue beaucoup plus rapidement que son endurance, et donc, en fait, si on est simplement que légèrement blessé dans un combat, on va revenir en forme très rapidement. En sachant que plus on prend de fatigue, bien sûr, là, dans ce jeu, on prend en compte le fait qu'il y a un impact sur les capacités du personnage. Plus il est fatigué, moins il va être performant, moins il va... Enfin, pour tout, en fait. Hein, donc, que ça soit pour faire une action physique ou pour combattre. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas à l'époque dans les autres jeux. Hein. On prend les points de vie et en fait, on est toujours en pleine forme jusqu'à un point de vie. D'ailleurs, c'est ce qui se passe encore dans DD5 et avec le débat sans fin sur les points de coup. Mais bon, je ne vais pas vous dire ce que j'en pense. Mais enfin bon, je trouvais que ce système à l'époque était encore une fois novateur dans son concept. Et il y a autre chose aussi dans les combats, encore quelque chose qui était vraiment, qui n'existait pas, pas ailleurs, non, pas ailleurs, parce qu'en fait, vous allez pouvoir faire des réussites spéciales et des réussites critiques. Alors les réussites spéciales, grosso modo, vont augmenter les points de dégâts infligés, et les réussites critiques, vous allez tirer un critique sur une table de critique, et qui rappelle, enfin pas qui rappelle, oui, qui rappelle maintenant furieusement Rollmaster. On avait on avait quelques descriptions humoristiques aussi dedans. On avait du style, eh oui, par exemple, c'est une hémorragie. Ou pas de chance, votre sternum est perforé. Et puis donc ça a appliqué d'autres conséquences. Genre, vous alliez perdre des points d'endurance par round. Vous alliez comme dans Rollmaster, vous alliez prendre plus d'endurance, etc., etc. Et ça, mine de rien, je crois que le Arms Law, donc avec les critiques de Rollmaster, sont arrivés après Dragon Quest. Des tables de critiques comme ça détaillées, enfin il y en a une, hein, il n'y en a pas 50, il y en a une, je vous la montrerai un petit peu tout à l'heure, c'est rigolo, était quand même aussi encore un point assez novateur pour un jeu de 1980. Bon, je résiste pas à prendre mon anti-sèche pour vous lire deux exemples de critiques. Le premier: félicitations, c'est une hémorragie. Vous prenez 3 points de dégâts sur l'endurance et ensuite 1 par round. Donc en fait, vous avez cet effet d'hémorragie. Hein. Comme dans Rollmaster, où vous preniez des hits par round. Ou alors, une énorme blessure à la poitrine avec plusieurs côtes brisées. Très moche. Prenez 8 points de dégâts, cela prendra 4-5 mois à guérir. Si vous êtes chanceux, augmentez de 10 les chances d'infection. Voilà. Donc, encore une fois, aujourd'hui, on peut se dire il n'y a absolument pas grand-chose d'extraordinaire. Sauf qu'à l'époque, ce genre de système était, je me répète vraiment, mais était vraiment novateur. Voilà en fait pour tout le système de combat.
Il y avait aussi, en fait, dans tout un système de magie, bien entendu. Alors ça, il apparaissait dans le livre, dans le livre second, la magie. Voilà, donc ça c'était le livre sur la magie. Alors le livre sur enfin, la magie, en fait, un personnage pouvait devenir magicien, mais par contre était obligé de se rattacher à une école de magie. Et il ne pouvait pas appartenir à plusieurs écoles de magie, sinon il était obligé comment dire, d'abandonner son école précédente. Ici, pas de magie ancienne, hein. Donc là, on n'oublie pas les sorts. Lancer un sort va coûter des points de fatigue et des points d'endurance. Donc en fait, euh, le, le magicien la magie lui coûte, quoi. La magie lui coûte. Là aussi, alors là, nous avons des effets, alors ce qu'on appelle les backfire, hein, les retours de flamme, si on rate effectivement son jet. Et c'est pas bien du tout de rater si on rate son jet de plus de 30, hein, je rappelle que c'est des pourcentages, mais si on rate son jet de plus de 30, on fait un petit jet de dés sur une table de backfire, donc de retour de flamme. Euh, Là, par exemple, vous pouvez avoir, voilà, vous êtes maudit et vous êtes totalement muet pour un nombre de semaines égal 3 des 10. Alors, être muet pour un magicien pendant 3 des 10 semaines, ça peut vite être pénible. Et donc, en fait, vous aviez toute une table de retour de flamme, donc d'échecs critiques sur les sorts. Ça aussi, je pense pas qu'il y ait d'autres jeux de l'époque qui appliquent ce système. Alors, spectateur, tu vas me dire, mais pourquoi un jeu aussi génial a disparu? Alors là, moi, j'y vois plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand il est sorti en 1982, SPI était déjà pas très bien au niveau financier. Ils ont vendu une partie de leur gamme pour se refaire une petite santé. En sachant qu'en 1982 est sortie une deuxième édition qui a changé la manière la manière des combats en fait avec les points d'action et qui a rééquilibré un peu la magie, car effectivement il y avait certains points qui étaient pas très très équilibrés. Mais à mon avis, le point de la disparition effectivement de Dragon Quest, en fait, c'est le fait que la boîte mère, SPI, a fini par couler. Et à l'époque, c'est TSR qui a racheté en fait les droits de Dragon Quest, a refait une tentative en 1989, je crois, avec une troisième édition, mais elle n'a pas été suivie, et donc en fait, ils n'ont pas suivi la gamme, et donc en fait, Dragon Quest est mort de sa belle mort. À l'époque, en fait, la grosse force de TSR et de Donjons et Dragons, c'était la pléthore de modules qu'il pouvait y avoir. Vous vous rappelez tous les petits modules, niveau 1 machin, niveau 3 5, niveau 10 14, il y en a eu des tonnes et des tonnes. Et je pense que c'est vraiment ce qui a fait le succès de Donjons que Dragon Quest, qui SPI n'avait pas trop suivi. Alors, il y a eu un monde une description d'un monde qui était sorti, et je crois deux gros scénars ou deux gros suppléments, je vais regarder, je vais vous dire. Voilà, mais en tout cas, c'est tout. À l'heure actuelle, en fait, Dragon Quest, les droits sont détenus par Wizard of the Coast, qui n'a visiblement pas l'intention de ressortir ce petit bijou, ni de le rééditer et de le mettre un peu au goût du jour. Je trouve ça bien dommage. Vraiment dommage. Pour moi, Dragon Quest est un pilier du jeu de rôle, tout simplement. Sa disparition est une énorme perte. Je pense que s'il avait évolué depuis l'époque, on aurait certainement d'autres systèmes. Enfin, je pense que c'était vraiment quelque chose de très très bien, très novateur, et qui aurait pu évoluer d'une manière assez extraordinaire. Hélas, ça n'a pas été le cas. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur Dragon Quest. Un jeu fantastique, vraiment un jeu fantastique. SPI, ah oui, pour faire un peu de pub à SPI, qui a disparu, ils avaient sorti, il y avait sorti deux boîtes, en fait, qui n'ont rien à voir avec Dragon Quest, qui s'appelaient, alors il y avait Death Maze, et il y avait Citadel of Blood,
Pour vous dire qu'en fait c'était une boîte assez, c'était une entreprise assez novatrice. Par exemple, prenez Citadel of Blood, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle solo. C'est un jeu de rôle solo, c'est un dungeon crawler solo. Et en 1980, oui, il devait y avoir déjà des Tunnel et Troll, mais alors Tunnel et Troll, c'était plutôt sur le format de livre dont vous êtes le héros. Citadel of Blood, c'était en fait, vous construisiez le plan du donjon se construisait devant vous et vous l'exploriez avec un groupe de 4 ou 5 aventuriers. Un peu comme il y avait eu certains jeux vidéo, comment ils s'appelaient, oh, je me rappelle plus. Euh, des jeux vidéo qui permettaient d'explorer des trucs à la volée. Donc c'est pareil, là vous génériez, en fait, vous aviez des petits pions en fait pour générer votre carte au fur et à mesure de progression. Donc ça c'était un jeu de rôle solo, un des premiers en fait. Donc pour vous dire en fait, simplement pour vous montrer que cette entreprise, SPI, cette boîte avait à cœur de sortir des produits nouveaux et pas seulement des copies d'autres jeux qui existaient déjà. Voilà ce que je voulais vous parler aujourd'hui de Dragon Quest, un super jeu. Euh, Vraiment un super jeu. Bon, bah en tout cas, il n'a pas tué Donjons et Dragons. Mais c'est dommage que Wizard ne le ressorte pas au goût du jour. On sort beaucoup de trucs pour la 5e, c'est bien. Mais vous avez des petites pépites en fait dans vos cartons. Alors ce serait bien de les ressortir aux rôlistes nouveaux qui ne les connaissent pas. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, ce petit blabla sans prétention sur un peu d'archéologie et Dragon Quest 1980. Merci beaucoup et portez-vous bien.